Vous connaissez tous l'honneur des samouraïs. Ce concept populaire qui dit que ces guerriers japonais étaient de grands parangons de vertus chevaleresques, suivant un code strict qui fait d'eux des guerriers à l'honneur immaculé. Un code que l'on appelait le Bushido. Pour les habitués de la chaîne, vous savez déjà que tout ça n'est que du vent, colporté tant par la propagande impérialiste japonaise que par un Japon fantasmé venu d'Occident, entretenu par des jeux vidéo, des séries et des mangas mettant en scène ce concept d'honneur du guerrier japonais. Et si, malgré ça, vous êtes encore convaincu que le Bushido durant la période médiévale japonaise était une norme, alors laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable de l'une des plus grandes trahisons du Japon. Un coup d'État qui a causé des centaines de morts, déchiré une famille de samouraïs et transformé le visage de l'archipel pour les siècles à venir. Bienvenue dans cette vidéo où l'on va découvrir la terrible histoire d'un homme qui était au sommet du pouvoir, qui est devenu du jour au lendemain l'ennemi public numéro 1 du shogunat face au plus puissant clan de l'époque. Laissez-moi vous raconter la terrible histoire du coup d'État échoué de Wada Yoshimori. Par ailleurs, j'aimerais tout particulièrement remercier les tipeurs et les donateurs sans qui cette chaîne n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous aimez mon contenu et que vous avez envie de me soutenir dans mon travail pour que je puisse être à plein temps sur la production de vidéos, n'hésitez pas à jeter un œil à ma page Tipeee. C'est le premier lien en description et d'avance, merci beaucoup. Nous sommes en 1199, durant l'ère Kamakura. Minamoto no Yoritomo vient de mourir et sa disparition risque d'entraîner de grands bouleversements politiques dans ce Japon du début de l'époque médiévale. Minamoto no Yoritomo était le premier shogun, celui qui sut imposer le premier gouvernement militaire appelé Bakufu à la cour de l'empereur, contraint alors de partager son pouvoir avec cette nouvelle classe dominante de guerriers, les Bushi. Et si vous voulez savoir pourquoi on parle de Bushi pour désigner ces guerriers et pas de samouraï, je vous invite à jeter un œil à ma dernière vidéo qui traite du sujet. On quitte donc la période antique de l'histoire japonaise, marquée par la suprématie de l'empereur et surtout de sa cour sur le Japon, pour entrer dans la période médiévale où les guerriers prennent une place plus importante. On parle alors de dualité des institutions centrales ou de gouvernement bicéphale, avec d'un côté l'empereur et sa cour, qui sont encore le visage du gouvernement légitime du Japon. Ce sont eux qui gèrent le calendrier, le pouvoir juridique des civils, le pouvoir religieux et représentent le Japon à l'étranger. Et de l'autre, le shogunat et ses guerriers qui entretiennent un quasi-monopole des affaires militaires. Deux systèmes de pouvoir qui fonctionnent à la fois ensemble et en concurrence dans deux cités séparées. Kyoto pour la cour, et Kamakura pour le shogunat. Cette dernière donnera d'ailleurs son nom à la période. Mais la mort du premier shogun, Minamoto no Yoritomo, semble déjà déstabiliser le nouveau régime. Complots et assassinats s'enchaînent à l'aube de la révolte entreprise par l'empereur retiré Go-Toba qui souhaite rétablir l'hégémonie du pouvoir de la cour impériale de Kyoto sur le Japon. Au travers de toutes ces péripéties, c'est la veuve du premier shogun, Masako Hojo, qui en tant que régente parviendra à tenir efficacement les rênes du pouvoir, mais pas tant pour perpétuer l'héritage de son mari que pour imposer son clan, celui des Hojo, au pouvoir. On parlera plus en détail dans une autre vidéo du cas de Masako Hojo, celle qui fit trembler le Japon et sa propre famille, que l'on surnommait la veuve noire ou la nonne shogun. C'est un personnage absolument légendaire de cruauté et d'intrigue de l'histoire japonaise, et je m'en voudrais d'éluder sa biographie ici, alors elle aura sa propre vidéo dédiée. À l'aube de l'année 1213, la montée en puissance du clan Hojo est fulgurante, mais elle reste encore fragile, notamment d'un point de vue économique et territorial. C'est pour ces raisons que Masako et son frère Hojo Yoshitoki vont décider de commettre l'irréparable. Attaquer Wada Yoshimori, le chef du bureau des vassaux, un organe servant à gérer et organiser les seigneurs vassaux du shogunat de Kamakura. Wada Yoshimori du clan Miura était l'un des premiers soutiens de Minamoto no Yoritomo et l'un de ses plus proches alliés, et c'est sûrement grâce à cette fidélité précoce qu'il sera récompensé en devenant chef de la nouvelle administration du bureau des vassaux.
Samurai Dokoro. Cet organe, reconnu par la cour, est central dans le gouvernement shogunal des Minamoto et vise à contrôler et à organiser les vassaux, les clans guerriers assujettis au pouvoir des Minamoto. Autant vous dire que c'est un poste clé dans le contrôle de ce régime guerrier. C'est le chef de ce bureau qui détient les clés du contrôle militaire de l'archipel au nom du shogun. Sauf qu'à la mort du shogun, Wada Yoshimori voit lui aussi les rivalités monter dans l'ancien entourage du défunt. Il décide donc de se ranger du côté des Hojo dans leur course au pouvoir et profite autant qu'eux de cette montée en puissance. Cette puissance et cette influence acquise, c'est peut-être aussi ce qui a motivé les Hojo à le trahir pour que leur victoire au sein du shogunat soit totale et incontestable. C'est pour cela qu'en 1213, le piège des Hojo se met en marche. Sur des accusations infondées, 2 des fils de Wada Yoshimori ainsi que son neveu sont arrêtés, accusés de conspiration contre le jeune et manipulable nouveau shogun, Minamoto no Sanetomo, et contre les Hojo eux-mêmes. Wada Yoshimori se démène alors pour faire entendre l'innocence des captifs, et en gage de bonne foi, l'instigateur du complot, Hojo Yoshitoki, libère ses fils, mais garde le neveu prisonnier qu'il exhibe comme un vulgaire voleur devant Wada Yoshimori. Évidemment, c'est une provocation et un piège pour amener le vieux Wada à la faute. Et il est tombé en plein dedans. 2 mai 1213, début d'après-midi. L'ambiance est lourde à Kamakura, la capitale du shogunat, qui est le centre de tous les complots depuis la mort du premier shogun. Du côté de la demeure de Wada Yoshimori, il y a du mouvement, et les guerriers se préparent en secret. Juste en face de cette demeure, de l'autre côté de l'avenue principale de la ville, la demeure de l'une de leurs cibles principales, Hojo Yoshitoki. D'après mes sources, celui-ci serait en train de profiter de cet après-midi pour jouer au jeu de Go, mais il n'est pas dupe. Des rapports de ce qui se passe en face lui arrivent continuellement, jusqu'à ce qu'il décide de se retirer par une porte dérobée de sa demeure et de préparer ses défenses au château du shogun pour les hostilités qui s'annoncent. Tandis que la régente, Hojo Masako, et son jeune fils, le nouveau shogun, sont partis se cacher dans le sanctuaire de la cité, comme s'ils savaient déjà tout ce qu'il se tramait. Nos acteurs sont en place. Le premier acte peut débuter. Les troupes de Wada Yoshimori s'avancent vers le château du nouveau shogun, s'attendant probablement à y trouver ce dernier et la régente. Ils sont bien sûr arrêtés par des cavaliers, dont certains dirigés par Miura Yoshimura, un proche parent de Wada Yoshimori qui aurait dû faire partie de l'assaut et du complot. Cependant, au dernier moment, il a eu des doutes et avait fini par le trahir et informer Hojo Yoshitoki, détruisant l'effet de surprise de l'assaut, ce qui permet à Masako et au jeune shogun de se réfugier dans le sanctuaire, et à Hojo Yoshitoki qui en a profité pour préparer ses défenses. Ce n'est que l'une des nombreuses trahisons de cette journée. Je cite alors le professeur Carly Friday, s'appuyant sur les chroniques japonaises de la période. Pendant les 2 heures qui suivent, le combat fit rage, sans ligne claire ou avantage pour l'un ou l'autre camp. Jusqu'à ce que, à 17h, les troupes Wada, sous le commandement de son fils, Asaina Yoshihide, percent la porte et envahissent le jardin sud du complexe shogunal, abattant les défenseurs et incendiant les bâtiments. Yoshitoki continua de se battre alors que des flèches sifflantes volaient et que les lames tranchantes scintillaient. Ça y est, les guerriers de Wada Yoshimori font une percée et envahissent le jardin du château du shogun qui est incendié. Les chroniques du shogunat de Kamakura, que je vous invite quand même à prendre avec des pincettes au vu des citations romanesques, disaient des hommes de Yoshimori, chacun valait 1000 hommes, chacun combattant comme les cieux et la terre et le tonnerre en colère. Asaina Yoshihide manifestait une force comme s'il était un dieu, et aucun de ceux qui s'opposaient à lui n'échappa à la mort. Malgré tout, la bataille s'éternise. Il commence à faire sombre, les chevaux comme les hommes sont épuisés, et les troupes de Wada Yoshimori manquent de flèches. Ils prennent alors la décision de battre en retraite jusqu'à la plage, mais ils sont poursuivis par les troupes Hojo qui les retiennent au niveau du pont, alors que le reste des troupes Hojo reforment leur défense autour du siège administratif. Ils parviennent malgré tout à atteindre la plage et à avoir un peu de répit. La nuit tombe et les affrontements deviennent plus sporadiques. Les 2 blocs se font face. D'un côté, les troupes Hojo qui tiennent la ville, et de l'autre, les troupes de Wada Yoshimori coincées sur la plage. 3 mai 1213, 3 heures du matin. Ça fait 12 heures que les combats font rage dans la capitale du shogunat. Les hommes de Wada Yoshimori sont épuisés, retranchés dans une position désavantageuse. Ils manquent de tout, souffrent de blessures, du froid et sont mouillés par une fine pluie qui s'est installée durant la nuit. À ce moment-là, il est clair pour les assaillants que la bataille est très mal engagée, voire même désespérée. C'est alors que la chance tourne brusquement. Entre 3h et 5h du matin, un certain Yokoyama Tokikane, un guerrier fidèle à Wada Yoshimori, arrive accompagné de nouvelles troupes, de ses fils, neveux, vassaux et alliés. En fait, Tokikane était prévu dans la bataille dès le début
et est même arrivé à l'heure et au jour promis. Mais il s'étonne que les hostilités aient déjà bien commencé sans lui. Grâce à ses renforts, c'est au total pas moins de 3000 guerriers qui étaient du côté de Wada Yoshimori en ce matin du 3 mai. Un avantage numérique absolument écrasant sur leurs adversaires restés en ville. Pourtant, et de façon très étrange, Wada Yoshimori ne décide pas de jouer de son avantage pour attaquer, mais préfère patienter sur la plage, peut-être afin de laisser ses hommes se reposer. Et malgré ce nouvel espoir, cette décision le conduira à sa perte, car les Hojo reçoivent aussi des renforts en troupes et profitent de ce moment de répit pour ériger des défenses dans les avenues principales de la cité. Mais le revers qu'infligera les troupes Hojo à Wada Yoshimori ne viendra pas du champ de bataille, mais d'un simple bout de papier. Hojo Yoshitoki s'est en effet éclipsé pour rédiger et signer une lettre d'instruction sous le sceau personnel du shogun, déclarant les Wada comme rebelles et ennemis de l'État. Ce n'est plus un simple règlement de compte entre deux familles de guerriers rivales. Ce conflit est devenu une chasse gouvernementale contre une bande de hors-la-loi. Et ça, pour les combattants de l'époque, ça change tout. Dans les heures qui suivent, le papier est envoyé à tous les vassaux des alentours et même lu devant les troupes de Wada sur la plage. C'est un coup de force spectaculaire et de nombreux alliés de Wada Yoshimori et de Tokikane désertent pour rejoindre ce qui est maintenant non plus les troupes des Hojo, mais les troupes du gouvernement légitime. On ne peut qu'imaginer la stupeur et le désarroi de Wada Yoshimori à ce moment-là face à cette ultime trahison de ses propres vassaux et alliés. Il avait peut-être l'une des plus grandes armées des alentours et maintenant, les forces sont totalement inversées pour les Hojo qui ont fortifié la ville à leur avantage. C'est dans ce contexte que Wada Yoshimori lança une charge de la dernière chance, en infériorité numérique, pour remonter l'avenue direction le château du shogun où était retranché Hojo Yoshitoki. Et de façon incroyable, à la stupeur des Hojo et du shogun, il parvient vraiment à avancer. Mais alors que les troupes Wada s'approchent à nouveau dangereusement du château du shogun, l'un de ses généraux est touché et tué par une flèche non identifiée. Le hasard fait que cette flèche a été tirée depuis la direction du sanctuaire. Et à partir de ce moment-là, c'est la superstition qui prend le dessus. Dans les rangs Wada, on cria à la flèche divine, aussi appelée Kamin Kabola. Cet événement transforma lentement cet affrontement en une déroute complète. À 17h, le fils aîné de Wada Yoshimori est abattu. Puis 3 autres de ses fils, tandis que Yoshihide parvient à s'enfuir par les terres. À la fin de cette seconde journée de bataille, Hojo Yoshitoki avait récupéré les têtes de Wada Yoshimori et de ses fils, posant cette bataille comme l'ultime coup de théâtre des Hojo pour s'imposer comme le clan le plus puissant du Japon. Selon les chroniques du Azuma Kagami, les pertes du côté Wada comprenaient 142 guerriers de haut rang des maisons Wada et un grand nombre indéterminé de vassaux et guerriers considérés comme mineurs. Finalement, 28 chefs guerriers sont capturés. Du côté des Hojo, le bilan est moins lourd et seulement 50 guerriers nommés et importants sont à déplorer, mais certainement un peu plus de guerriers mineurs. Mais cette victoire était surtout territoriale, car c'est une grande partie des terres des Wada et de ses vassaux déchus qui seront récupérés par les Hojo, leur domaine devenant le plus important du Japon à cette époque. Le clan Minamoto, toujours shogun par tradition, sera néanmoins contrôlé par les Hojo, qui détiendront, de fait, le véritable pouvoir durant toute l'ère Kamakura. C'est aussi une victoire politique, puisque le bureau des vassaux, le Samurai Dokoro, dont Wada Yoshimori était le dirigeant, tombera sous le contrôle des Hojo, les rendant absolument centraux dans l'équilibre des forces des clans guerriers de cette période. Bon, clairement, je tire cette histoire et ses détails du livre de Carl F. Friday, Samurai Warfare and the State in Early Medieval Japan, dans son introduction. Une source tout à fait sérieuse, mais qui vient en grande partie des chroniques du shogunat de Kamakura. Et bien que ce soit des contemporains qui ont relaté l'événement, et que l'événement ait effectivement existé, je vous invite à prendre des pincettes sur ces détails, car ils peuvent très bien faire l'objet de biais de la part de ceux qui les ont relatés, voire même de certaines déformations dans un but d'héroïser certains partis. Malgré tout, ces images décrites par ces chroniques qui parlent de cette bataille nous racontent quelque chose, l'omniprésence de la trahison. Et que ce mot si opposé au concept d'honneur dans notre vision très occidentale de la voie du guerrier rime pourtant avec la nécessité de garder une certaine forme de réputation pour des guerriers qui n'étaient au final fidèles qu'à la victoire.